Je m'appelle Gérard, j'ai 65 ans, et certains matins semblent peser beaucoup plus que mon âge. Dans cette vieille maison à Lyon, chaque objet est devenu un témoin silencieux de mon quotidien brisé. Comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose s'était retiré de moi sans retour possible. Le café que je prépare chaque jour a toujours le même goût amer, mais dernièrement il transporte une amertume plus profonde, celle qui vient du cœur plutôt que du café. La chaise en face de moi reste intacte, toujours tirée comme si elle attendait quelqu'un. Et pourtant, personne ne s'y assied depuis longtemps. Il y a des silences qui blessent plus que des mots, et le mien porte le nom de mon fils, Mathieu. J'essaie parfois de revivre les jours simples où un rire d'enfant remplissait la maison. Mais les souvenirs me glissent entre les doigts comme de l'eau trop froide. Même la lumière du matin semble hésiter au moment d'entrer par les fenêtres, comme si elle craignait de déranger le vide installé ici. Je me surprends à écouter des bruits imaginaires, des pas sur le parquet, une porte qui claque doucement, le souffle d'une présence qui n'est plus là. Depuis que Mathieu a tourné le dos à notre histoire, je marche à travers mes journées comme un fantôme qui n'ose pas toucher sa propre vie. Je continue mes rituels, le café, le journal, le petit tour du jardin, mais ce sont des gestes mécaniques, détachés, presque étrangers. On dit que la solitude est supportable tant qu'elle est choisie, mais la mienne m'a été imposée, comme une sentence que je n'ai jamais réellement comprise. Parfois, je me demande à quel moment exact j'ai perdu mon fils. Était-ce ce soir où nos regards ont cessé de se rencontrer? Était-ce beaucoup plus tôt, dans une fissure que je n'avais pas vue se creuser? La vérité, c'est qu'on ne remarque la fracture qu'au moment où tout s'effondre. Et moi, je vis dans les décombres. Cette maison est trop grande maintenant, trop pleine de souvenirs, trop pleine d'un silence qui ressemble à un reproche permanent. Je me suis habitué à l'idée que personne ne franchira cette porte aujourd'hui, ni demain. Pourtant, une part de moi continue de tendre l'oreille, espérant un miracle banal, un pas familier, une voix que je connais par cœur, même si elle ne m'a apporté que froideur ces dernières années. Je suis un homme que le temps a sculpté avec patience, mais aucune ride sur mon visage n'est aussi profonde que la marque laissée par l'absence de mon fils. Ce premier matin où il n'est pas revenu, j'ai senti que quelque chose se détachait de moi, un morceau silencieux, mais essentiel. Et depuis, je me demande si ce morceau reviendra un jour, ou s'il est perdu pour toujours dans un passé que je ne peux plus réparer. C'est ainsi que commence mon histoire, dans un silence si dense qu'il semble avoir un poids, un silence qui me suit partout, s'installe dans mes gestes, s'enroule autour de mes pensées. Un silence qui porte le nom de mon fils et que rien, jusqu'à présent, n'a réussi à apaiser. Je me souviens encore de la dernière fois où j'ai entendu la voix de Mathieu. C'était un soir ordinaire. Un de ces soirs où je croyais encore que les liens entre un père et son fils étaient assez solides pour survivre aux saisons les plus rudes. Je me trompais, bien sûr, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je venais de terminer mon repas, et la maison baignait dans cette lumière jaune et douce qui rend tout un peu moins sévère. Lorsque le téléphone a vibré, j'ai senti une étrange appréhension. Comme si mon cœur savait déjà que quelque chose allait s'effondrer. La voix de Mathieu n'avait rien de familier. Elle portait une dureté nouvelle, une distance taillée dans la pierre. Pas une trace de chaleur, pas un souffle de nostalgie. Seulement une froideur presque clinique, comme si chaque mot était une obligation dont il voulait se débarrasser rapidement. J'ai su, dès les premières secondes, que ce n'était pas un appel de fils vers son père, mais celui d'un homme qui règle des comptes qu'il croit impayés. Je me suis senti vieillir encore un peu à cet instant, comme si le temps trouvait plaisir à s'abattre sur moi d'un seul coup. Il m'a parlé de responsabilités que je n'aurais pas assumées, de déceptions qu'il aurait portées seul, de blessures que je n'avais jamais vues. Peut-être avait-il raison sur certains points, peut-être pas, mais ce soir-là, il n'y avait pas de place pour ma version de l'histoire. Je n'étais qu'un mur sur lequel il projetait des années de ressentiment. Je voulais lui dire que j'avais essayé, que j'avais fait ce que j'ai pu, que l'amour n'est jamais parfait et qu'il s'accroche là où il peut. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, écrasés par quelque chose de plus lourd que la honte ou la culpabilité, la peur de le perdre pour de bon.
Je me souviens du moment exact où j'ai compris que je ne contrôlais plus rien. Sa voix est devenue plus ferme, presque étrangère. Il parlait comme on annonce une décision irrévocable, et je sentais le sol glisser doucement sous mes pieds. Je n'ai jamais su si cette dureté venait de son cœur ou de sa vie, mais ce soir-là, elle m'a transpercé comme une lame. Et puis, sans prévenir, le silence s'est abattu. Un silence bref, mais qui portait la lourdeur d'une porte qui se referme à jamais. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté immobile, le téléphone encore dans la main, comme un naufragé qui tient un morceau de bois après le naufrage. La maison entière semblait retenir son souffle, comme si elle ne voulait pas que je réalise trop vite l'ampleur de ce qui venait de se produire. Je me suis assis, incapable de bouger, avec cette sensation étrange que le monde avait changé de forme autour de moi. Quelque chose s'était cassé, et je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Il y a des appels qui réparent, des appels qui blessent, et puis il y a celui-là, qui m'a laissé avec une cicatrice invisible, mais profonde. Une cicatrice qui s'est mêlée à mes jours comme une ombre persistante, annonçant que le chemin avec mon fils venait d'emprunter une route dont je ne connaissais ni la direction, ni la fin. Ce fut la dernière fois que sa voix traversa ma maison, et depuis, ce souvenir résonne comme une cloche fêlée au fond de ma mémoire. Les jours qui ont suivi cet appel ont glissé sur moi comme une pluie froide, sans que je parvienne à en saisir la moindre différence. Chaque matin ressemblait au précédent, et je traversais mes routines comme un homme qui avance à travers un brouillard trop dense pour distinguer le prochain pas. Pourtant, un matin d'hiver, quelque chose d'insolite s'est glissé parmi mes factures habituelles, une enveloppe épaisse, scellée avec une rigueur presque solennelle. Le nom du notaire, que je ne reconnaissais pas, était inscrit en lettres sombres. Et déjà, avant même de l'ouvrir, j'ai compris que cette lettre portait en elle une rupture silencieuse avec le cours monotone de ma vie. Je l'ai observée un moment, hésitant à l'ouvrir, comme si je pressentais qu'elle contenait une histoire qui ne m'appartenait pas encore. Rien, dans mon existence modeste, n'appelait la présence d'un notaire. Je n'avais ni fortune cachée, ni affaires complexes, ni secrets hérités du passé. Je n'étais qu'un homme vieillissant, qui essayait encore de comprendre comment son propre fils avait pu se détacher de lui si brutalement. Pourtant, lorsque mes doigts ont finalement déchiré le bord de l'enveloppe, j'ai senti une étrange crispation dans ma poitrine, comme si une pièce de ma vie que j'avais oubliée revenait brusquement frapper à ma porte. Le contenu était bref mais lourd de sens. On m'invitait à me rendre à Marseille pour une lecture officielle. Un nom apparaissait au centre du document, celui de mon oncle Lucien, un homme dont le souvenir s'était effacé au fil des décennies, comme une photographie trop longtemps exposée au soleil. Je me rappelais de lui vaguement, une silhouette lointaine dans mes souvenirs d'enfance, un homme discret, presque effacé, qui avait quitté la famille pour vivre sa vie, loin de tout. Je ne savais rien de ce qu'il était devenu, ni même qu'il était encore en vie avant de recevoir cette lettre qui annonçait sa mort. En refermant l'enveloppe, un lourd silence a envahi la pièce. Un silence différent de celui que Mathieu avait laissé derrière lui. Celui-ci avait le goût du mystère, de l'inattendu, presque de la menace. Tout en moi hésitait à me mêler à une histoire que je ne comprenais pas, mais quelque chose, peut-être la lassitude de mes journées monotones, peut-être le besoin de me sentir de nouveau lié à quelqu'un, même à un mort, m'a poussé à préparer ma valise. Le voyage jusqu'à Marseille s'est déroulé dans un mélange de curiosité et d'appréhension. Le paysage défilait, mais je n'en voyais presque rien, perdu dans mes pensées, tentant de reconstituer l'image de cet oncle disparu depuis si longtemps. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Chaque question restait suspendue, sans réponse. Et pourtant, j'avançais, comme si une force invisible me tirait vers un destin que je n'avais jamais imaginé. En arrivant devant le cabinet du notaire, une étrange sensation m'a traversé. Ce lieu austère semblait détenir une vérité qui allait bouleverser ma vie, même si je n'avais encore aucune idée de son ampleur. Je me tenais là, à la porte, un homme fatigué, qui n'attendait plus rien de l'existence. Sans savoir que ce que j'allais entendre
allait transformer le silence de ma solitude en un écho bien plus puissant que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. C'est ainsi que la lettre du notaire a brisé la monotonie de mes jours, ouvrant un chemin que je n'avais jamais envisagé. Un chemin où l'absence de mon fils allait se mêler à l'apparition soudaine d'une fortune inattendue. Un chemin où la vie, capricieuse et ironique, allait me rappeler que tout peut basculer en un instant, même pour un vieil homme oublié de tous. Lorsque le notaire prononça la somme qui m'était destinée, j'eus l'impression qu'un courant d'air glacé parcourait la salle. 20 millions d'euros. Le chiffre vibrait dans l'air comme une absurdité, une note étrangère dans la partition monotone de ma vie. J'étais assis, les mains jointes, incapable de comprendre comment un homme comme moi, qui comptait encore ses dépenses chaque fin de mois, pouvait soudain porter entre ses doigts la richesse de plusieurs existences. Rien en moi n'était préparé pour une telle réalité. Je sentais mon cœur battre plus fort, non de joie, mais d'un vertige lourd qui me ramenait aussitôt à ma solitude. Sur le chemin du retour à Lyon, je regardais par la vitre du train comme si le monde extérieur s'était détaché de moi. Les paysages défilaient, mais je ne voyais que l'ombre de ma propre vie se superposer à eux. Qu'est-ce que signifiait être riche lorsque personne ne partageait ce bouleversement avec vous? L'argent, malgré son éclat, n'avait pas la capacité de remplir le vide que mon fils avait laissé. Je revenais dans une maison identique à celle que j'avais quittée, mais quelque chose en moi n'était déjà plus le même. Je portais désormais une fortune, et pourtant je me sentais plus pauvre que jamais. Les premiers jours, je n'ai rien touché. Les documents, les accès bancaires, les certificats, tout était rangé dans un tiroir que je n'osais pas ouvrir. J'avais peur, peut-être, que la richesse m'oblige à changer, à affronter des responsabilités ou des choix que je n'avais jamais voulus. Mais la vérité, plus intime, plus douloureuse, était que je n'avais personne à prévenir, personne à surprendre, personne à rassurer. J'étais devenu, en quelques heures, un homme immensément riche, mais surtout douloureusement inutile aux yeux de la seule personne que j'aurais voulu voir à mes côtés. Le soir, en me servant un verre de vin, j'ai ressenti un semblant de vertige. Je me suis surpris à murmurer intérieurement une phrase que je n'aurais jamais imaginé penser. À quoi bon une fortune lorsqu'on n'a plus d'héritier de cœur? L'argent, contrairement à ce que j'avais cru toute ma vie, ne réchauffait pas la maison, ne remplissait pas les silences, ne apaisait pas les regrets. Il flottait autour de moi comme un manteau trop lourd. Un privilège encombrant qui soulignait encore plus la tristesse qui m'accompagnait. Certains soirs, je me promenais dans les couloirs de la maison comme un étranger, imaginant pendant quelques secondes ce que Mathieu penserait en découvrant ce que son vieux père était devenu. Aurait-il changé d'attitude? Aurait-il posé une main sur mon épaule, même brièvement? Ou bien verrait-il dans ces millions une nouvelle arme pour me juger, une preuve que j'avais réussi quelque chose sans lui? Ces pensées me rongeaient doucement, et je réalisais que même dans la richesse la plus vaste, je restais prisonnier de mon besoin d'être reconnu par mon fils. Il m'arrivait de rêver éveillé, de m'imaginer en train de lui annoncer la nouvelle, d'observer son visage se transformer, peut-être pour la première fois depuis longtemps, en une expression de surprenante tendresse. Mais ce n'était que des illusions. Son silence restait intact, plus coupant que jamais, et chaque jour qui passait renforçait l'idée que cette fortune, au lieu de me libérer, me liait encore davantage à mon chagrin. Ainsi, je vivais avec mes millions comme on vit avec un secret trop lourd pour être porté avec légèreté. Ils étaient là, présents, brillants, mais incapables de m'offrir ce que mon cœur avait réellement besoin. La paix, le pardon, ou ne serait-ce qu'un signe de Mathieu. Et tandis que je traversais ces jours étranges, je comprenais peu à peu que la richesse ne change pas un homme, elle ne fait qu'amplifier le vide qu'il porte déjà en lui. La nouvelle de cette fortune soudaine ne mit pas longtemps à s'échapper des murs du notaire et à s'infiltrer dans les conversations discrètes de la ville. Je n'avais prévenu personne, mais parfois, les choses que l'on ne dit pas voyagent plus vite que celles que l'on expose au grand jour. Quelques jours à peine après mon retour de Marseille, un frisson étrange traversa la maison, un avertissement silencieux que je ne compris qu'une seconde avant d'ouvrir la porte.
Là, devant moi, se tenait Mathieu, mon fils, celui dont l'absence pesait sur chaque pierre de cette maison depuis des années. Il était debout, parfaitement à l'aise, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Son visage portait une expression que je ne reconnaissais pas, une sorte de douceur artificielle, presque brillante, comme un masque que l'on met pour cacher une vérité peu flatteuse. Je n'ai pas su quoi ressentir immédiatement. Mon cœur, trop longtemps habitué au vide, hésitait entre la joie déraisonnable de le revoir et la méfiance instinctive qui me serrait la poitrine. C'était une sensation étrange, comme si je me tenais devant un inconnu qui ressemblait à quelqu'un que j'avais aimé toute ma vie. Au fil des heures, je compris que quelque chose n'allait pas. Mathieu ne posait pas de questions sur ma santé, sur mes jours, sur ma solitude. Il semblait flotter dans la maison comme un visiteur qui évalue la valeur des objets, la taille des pièces, les possibilités cachées derrière chaque porte. Chaque regard qu'il posait sur moi paraissait calculé, mesuré, comme s'il tentait d'estimer quelle place il pourrait reprendre dans une vie qu'il avait quittée de son plein gré. Je sentis, dès sa première soirée ici, que ce n'était pas mon père qu'il venait chercher, mais bien la fortune qui m'était tombée dessus. Je l'observais, sans dire un mot, se déplacer avec cette fausse aisance qui trahissait une intention précise. Il parlait beaucoup, mais pour ne rien dire, comme pour remplir les silences afin que je ne puisse pas les écouter vraiment. Il évoquait des projets, des ambitions, des rêves soudains qui semblaient avoir surgi exactement au moment où mes millions avaient fait leur apparition. J'écoutais, immobile, incapable de retrouver dans cet homme de 35 ans le garçon qui autrefois courait dans le jardin, les genoux écorchés. Chaque nuit, après qu'il ait regagné la chambre d'amis, je restais assis sur ma chaise en me demandant si j'avais le droit d'espérer encore un lien, même fragile, même bancal. Une part de moi voulait croire que, malgré ses motivations évidentes, sa présence pouvait rouvrir une porte que je pensais scellée à jamais. Mais la réalité glissait dans les fissures. Mathieu ne revenait pas vers moi, il revenait vers l'argent. Il y avait en lui une urgence que je n'avais jamais vue auparavant, une avidité mal dissimulée. Ses gestes, ses sourires, tout semblait dicté par un calcul secret. Et pourtant, je me surprenais à tolérer cela, à l'accepter presque. Peut-être parce que le bruit de ses pas dans le couloir me rappelait une époque où j'étais encore père, avant que la vie ne réduise notre lien à une distance glacée. Mais plus les jours passaient, plus la vérité s'imposait. Mathieu ne venait pas guérir nos blessures, il venait les exploiter. La fortune qui m'était tombée dessus avait réveillé en lui un intérêt violent, un appétit que je ne soupçonnais pas. Je commençais à comprendre que, dans cette nouvelle équation, le plus pauvre de nous deux n'était plus celui que l'on croyait. Ainsi se déroula le retour de mon fils, dans une maison trop silencieuse, sous un ciel qui semblait observer notre fragile réunion avec une ironie douloureuse. Il était revenu, oui, mais pas pour moi, et chaque minute passée en sa présence me rappelait que l'amour d'un père n'a pas toujours la force de résister à la fascination dangereuse de l'argent. Les jours qui suivirent l'arrivée de Mathieu eurent un goût étrange, comme si je vivais dans une pièce de théâtre dont je n'avais pas appris les répliques. Mon fils semblait animé d'une énergie nouvelle, une agitation presque fébrile qui se glissait dans chaque geste, chaque regard, chaque respiration trop calculée. Il errait dans la maison comme un homme qui cherche quelque chose, mais pas une affection perdue, plutôt une opportunité, une brèche, un avantage. Je sentais sa présence s'étendre autour de moi comme une ombre silencieuse, prête à s'emparer de tout ce qu'elle pouvait atteindre. Plus les jours avançaient, plus la façade qu'il tentait de maintenir commençait à se fissurer. Les sourires se faisaient mécaniques, les mots de plus en plus insistants, les allusions plus lourdes. Je le voyais évaluer mes habitudes, scruter mes papiers laissés sur la table, s'attarder trop longtemps près du tiroir où je gardais les documents liés à l'héritage.
Tout cela se glissait dans mon quotidien avec une subtilité douloureuse, comme un rappel constant que quelque chose en lui s'était définitivement éloigné de moi. Je passais mes soirées assis dans mon fauteuil, observant en silence l'homme qu'il était devenu. Un homme que je ne reconnaissais plus, un homme que la vie avait durci peut-être, mais que le désir de posséder avait corrompu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il agitait des projets impossibles, des entreprises soudaines, des partenariats improvisés, comme si mon argent était une clé magique capable d'ouvrir toutes les portes de son avenir. Je l'écoutais, presque immobile, sentant à chaque tentative un peu plus de distance se creuser entre nous. Un soir, alors que je rangeais des documents dans mon bureau, une sensation froide me parcourut. On dit que le corps reconnaît la vérité avant l'esprit. Et ce soir-là, tout mon être me disait que le masque de Mathieu n'était qu'un écran fragile destiné à céder. Au fil des jours, je compris qu'il n'était pas seulement venu solliciter une aide ou chercher un soutien passager. Il voulait plus. Il voulait tout. Il cherchait à s'installer dans ma vie comme on s'installe dans un domaine à conquérir, cherchant à comprendre comment il pourrait en contrôler chaque recoin. Je surpris parfois son regard posé sur moi avec une intensité que je ne connaissais pas, une sorte d'impatience sombre, comme s'il évaluait ma fragilité, ma vulnérabilité, ma capacité à lui céder. Dans ces moments-là, je sentais une pression sourde sur ma poitrine, une douleur que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Non pas l'angoisse de perdre mon argent, mais celle de perdre définitivement mon fils. Car à mesure que les masques tombaient, Mathieu révélait une part de lui que je n'avais jamais vue, une ambition violente, un ressentiment tenace, un vide intérieur prêt à tout combler avec des billets. Et malgré cela, une part de moi continuait à espérer, à chercher un geste, un mot, un frémissement d'humanité qui me prouverait que quelque chose de notre lien subsistait encore dans les ruines. Je me raccrochais à de petits détails, une main posée sur la table, un souffle un peu plus long, une hésitation dans son regard. Mais chaque fois que je croyais sentir une lueur, elle disparaissait derrière la froideur méthodique de ses intentions. La maison, autrefois refuge de nos souvenirs, semblait désormais suffoquée sous cette tension silencieuse. Les murs eux-mêmes paraissaient écouter, retenir leur souffle, comme s'ils attendaient le moment où la vérité, trop lourde pour être contenue, allait enfin éclater. Je savais que ce moment approchait, je le sentais dans les non-dits, dans les gestes brusques, dans cette manière qu'il avait de m'observer comme on observe un obstacle à contourner. C'est ainsi que les masques sont tombés, un à un, révélant ce que je refusais de voir. Mon fils n'était plus simplement en train de revenir dans ma vie. Il tentait d'y prendre racine en arrachant les miennes. Et moi, immobile, je regardais cette transformation avec la douleur muette de ceux qui comprennent trop tard que certains retours ne sont pas des retrouvailles, mais des invasions. Au milieu de cette tension silencieuse, une pensée insidieuse commença à s'installer en moi, une inquiétude que je repoussais depuis plusieurs jours, mais qui revenait inlassablement frapper à la porte de mon esprit. Je me rendais compte, presque avec effroi, que Mathieu ne se contentait plus de suggestions ou de demandes maladroitement dissimulées. Il observait, calculait, anticipait. Il se renseignait sur mes habitudes, sur mes papiers, sur ma santé. Il s'insinuait dans mes journées comme une présence qui ne cherchait pas à comprendre, mais à prendre. Un après-midi, alors que je marchais lentement dans le jardin, Étienne, un vieux ami de confiance, m'appela pour prendre de mes nouvelles. Il connaissait ma solitude, mais ignorait tout du retour soudain de Mathieu. En échangeant avec lui, une phrase qu'il prononça presque par hasard fit vibrer quelque chose en moi. Il évoqua la possibilité que certaines personnes, lorsqu'elles sentent l'argent à portée de main, cherchent à manipuler ou fragiliser ceux qu'ils possèdent. Ces mots, dits sans intention particulière, tombèrent sur moi comme une vérité brutale. Je restais là, immobile, au milieu des feuilles mortes, comprenant soudain que Mathieu ne se contenterait jamais d'une aide ponctuelle. Il voulait une place durable dans ce qui ne lui appartenait pas. Il voulait une garantie, une emprise,
peut-être même un droit absolu sur ma fortune. Une peur sourde se glissa dans mon ventre, une peur que je n'avais jamais imaginé ressentir, celle de devenir une cible pour son propre fils. Cette nuit-là, je ne parvins pas à fermer l'œil. J'entendais dans les couloirs les pas imaginaires d'un homme prêt à tout pour sécuriser son avenir. Je me revoyais dans le regard de Mathieu, cette lueur rapide, tranchante, presque agressive, chaque fois qu'il évoquait l'argent. Je compris alors que si je ne faisais rien, je risquais de perdre bien plus que ma tranquillité. Je risquais de perdre tout contrôle sur ma vie. C'est ainsi qu'un matin, mu par une lucidité douloureuse, je pris rendez-vous avec un notaire. Je marchais jusqu'à son bureau comme un homme marche vers une confession, conscient que le choix qu'il s'apprête à faire changera la trajectoire de tout ce qui reste de son existence. Je savais que ce serait un acte définitif, presque cruel, mais nécessaire pour ma survie émotionnelle et mentale. Dans la salle silencieuse où flottait l'odeur du papier ancien, j'expliquais ce que je voulais, un testament. Pas un de ces documents éternels dictant la distribution froide d'un patrimoine, mais une protection, un rempart, un dernier acte de lucidité. Je demandais qu'une grande partie de ma fortune soit destinée à des projets sociaux, à des jeunes en difficulté, à ceux qui, peut-être, pourraient encore être sauvés de la dérive que j'avais vue engloutir mon fils. Je laissais à Mathieu uniquement le strict minimum imposé par la loi. Rien de plus. Pas par vengeance, mais par reconnaissance tardive de ce que nous étions devenus, deux étrangers portant le même sang. En signant le document, ma main trembla légèrement, non par hésitation, mais parce que je sentais le poids de ce geste s'abattre sur moi comme une pierre tombale symbolique. J'enterrais, en réalité, l'espoir que j'avais obstinément entretenu, l'espoir que Mathieu reviendrait un jour pour moi, et non pour ce que je possédais. Je fermai les yeux un instant, laissant la douleur monter, puis redescendre comme une vague trop haute. Lorsque je quittai le bureau du notaire, je n'étais plus le même homme. Je marchais plus lentement, mais avec une étrange clarté. Je savais que Mathieu, s'il venait à apprendre la vérité, ne verrait pas dans ce testament un geste de protection ou de lucidité. Il y verrait une trahison, une attaque, une provocation, et il réagirait avec une violence que je redoutais déjà. Je rentrais chez moi sous un ciel gris, prenant conscience que ce document, soigneusement plié dans mon manteau, était à la fois un bouclier et un adieu. Un adieu que Mathieu ne comprendrait jamais, mais que je n'avais plus la force de retenir. Les jours qui suivirent la signature du testament eurent la lourdeur de l'attente avant une tempête. Je vivais avec la sensation oppressante qu'une vérité trop fragile reposait dans mes tiroirs, prête à éclater au moindre souffle. Mathieu continuait de hanter la maison avec la même énergie fébrile, ses allers-retours incessants, ses observations discrètes, et cette façon qu'il avait de m'observer quand il pensait que je ne le voyais pas. Il semblait scruter mon visage comme on observe un coffre dont on veut deviner la combinaison. Je tentais de conserver un semblant de normalité, mais à chaque minute, je sentais que nous marchions tous deux sur une ligne fine, tendue entre l'hypocrisie de nos gestes et l'inévitable vérité qui finirait par se révéler. Le moindre bruit dans la maison faisait battre mon cœur plus vite. Un tiroir qui s'ouvre, un pas trop lourd dans le couloir, un regard trop insistant, chaque détail devenait une menace potentielle. Je savais que Mathieu n'abandonnerait pas avant d'avoir percé ce qu'il soupçonnait déjà, que j'avais pris une décision sans lui, une décision qu'il jugerait impardonnable, et ce qui devait arriver arriva. Un après-midi gris, alors que je rangeais quelques dossiers dans mon bureau, j'entendis derrière moi une respiration lourde, presque tremblante. Je n'avais pas besoin de me retourner pour comprendre que la vérité avait éclaté. Mathieu avait fouillé. Il avait vu. Il savait. La maison tout entière sembla retenir son souffle, comme si même les murs craignaient la violence qui allait suivre. Ce ne fut pas un échange de mots. Il n'aurait servi à rien. Ce fut une déchirure silencieuse, brutale, un moment où deux regards se croisèrent pour la première fois sans masque.
Je vis dans les yeux de mon fils quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer. Non pas de la déception ou de la tristesse, mais une rage profonde, presque primitive, née d'un mélange d'orgueil blessé et de cupidité dévorante. Une rage tournée entièrement contre moi. Il avançait dans la pièce comme un homme trahi, comme si je lui avais arraché un droit sacré. Son visage se contractait sous l'excès d'émotion et je sentis, l'espace d'une seconde glaciale, que ma sécurité n'était plus acquise. Je compris alors que le lien qui nous unissait avait cédé définitivement, non pas dans un cri, mais dans ce regard sans amour, un regard qui me renvoyait l'image impitoyable d'un père qui n'avait plus sa place dans le cœur de son fils. Je me tins droit, même si mes jambes tremblaient en silence. Je ne reculais pas, je ne cherchais pas d'excuses. Je laissais simplement flotter entre nous ce lourd constat. Je n'avais plus rien à lui offrir, ni argent, ni héritage, ni même les illusions du passé. Tout avait été consumé par sa soif de posséder ce qui ne lui revenait pas. La violence n'était pas dans les gestes, mais dans l'atmosphère entière, dans cette pièce saturée d'une colère sourde, dans cette respiration haletante qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Je sentais qu'il m'accusait de crimes imaginaires, qu'il se persuadait d'une injustice créée par sa propre avidité. Pour lui, j'étais devenu un obstacle, un vieil homme naïf qui avait refusé de céder sa vie en héritage. Quand il quitta la pièce, la maison sembla se contracter, comme si elle venait d'échapper à un incendie. Le sol vibrait encore de son passage. Je restai longuement là, debout près du bureau, sentant l'air trop lourd, trop épais, comme si la confrontation avait laissé un voile sombre suspendu au-dessus de moi. Cette scène ne fut pas un éclat, mais une fracture profonde. Une fracture dont je compris immédiatement qu'elle ne se refermerait jamais. Mathieu avait franchi un seuil, et moi aussi. Nous n'étions plus un père et son fils. Nous étions devenus deux étrangers, séparés par un gouffre que rien ne pourrait combler. Le lendemain du chaos silencieux qui avait traversé la maison, un calme étrange s'installa, un calme qui n'avait rien de reposant. C'était plutôt l'accalmie qui suit une déflagration, quand la poussière n'a pas encore fini de retomber et que l'air reste chargé d'électricité et de cendres invisibles. Je me réveillai tôt, le cœur lourd, et je sentis immédiatement que quelque chose avait changé dans l'atmosphère, comme si une présence familière avait cessé de respirer à côté de moi. En descendant les escaliers, je compris ce que mon intuition avait déjà perçu. Mathieu n'était plus là, la chambre d'amis était ouverte, le lit défait, une odeur de parfum flottait encore, mais aucun signe de son passage récent. Tout semblait avoir été quitté dans la précipitation, comme si la rage de la veille s'était transformée en fuite, en rupture définitive. Je m'avançais lentement dans la pièce, observant chaque détail, chaque vide, chaque absence. Le départ de Mathieu n'avait pas eu besoin de mots pour être clair. Il s'était détaché de moi une seconde fois, mais cette fois d'une manière irrévocable. Je me surpris à rester longuement appuyé au chambranle de la porte, incapable de bouger. Une fatigue immense me traversait, une fatigue qui n'avait rien à voir avec l'âge. C'était la fatigue des liens cassés, la fatigue de l'espoir trop longtemps entretenu. Je sentais que quelque chose en moi venait de céder, doucement, comme une corde trop tendue qui finit par se rompre dans un silence absolu. J'aurais voulu croire que cette séparation me libérerait, que son départ mettrait fin à l'angoisse constante qui planait sur mes jours. Mais la vérité était bien plus complexe. Je passais la matinée à marcher dans la maison, comme un survivant examine les ruines d'un lieu qu'il a trop aimé. Je revoyais les ombres de Mathieu se perdre dans les couloirs. J'entendais presque le bruit de ses pas, écho de ce qu'il avait été autrefois. Et pourtant, je savais que ces images n'étaient que des illusions laissées par un cœur qui cherche désespérément à retenir ce qui lui échappe. La maison semblait plus vaste que jamais, plus froide, plus vide, comme si elle reconnaissait elle aussi que quelque chose d'essentiel venait de s'éteindre. Je m'assis dans la cuisine, à la même place où j'avais bu tant de cafés amers, et une pensée me traversa brusquement.
Peut-être que je n'avais jamais vraiment eu mon fils. Peut-être que le lien que j'avais eu, l'illusion de construire avec lui, n'avait existé que dans mon esprit, fait de souvenirs idéalisés et de rêves de père. Peut-être n'avions-nous jamais su parler la même langue, ni comprendre les blessures silencieuses qui grandissaient en nous. Cette idée me traversa comme un couteau lent, froid, implacable. Je ne pleurais pas. Les larmes, parfois, ne viennent que lorsqu'il reste quelque chose à sauver, un fragment de lumière, une étincelle encore chaude. Ce jour-là, je ne sentis rien de tout cela. Seulement une résignation tranquille, douloureuse, mais étrangement lucide. Mathieu venait de prendre la décision que je n'avais jamais eu le courage d'envisager, couper le dernier fil qui nous reliait. Dans l'après-midi, je me rendis au jardin. Le vent soufflait légèrement, faisant danser les feuilles mortes, comme si la nature elle-même tentait de m'offrir un spectacle pour apaiser mon âme fatiguée. Je restai longtemps debout, observant les branches nues des arbres, pensant à la fragilité des liens humains, à leur beauté parfois, mais aussi à leur incapacité à survivre lorsqu'ils ne sont nourris que d'un seul côté. Ce jour où il est parti ne fut pas marqué par des cris, ni par des adieux déchirants. Ce fut un départ sans bruit, sans retour possible, un effacement discret mais total. Un jour où j'ai compris que l'amour que j'ai porté à mon fils n'avait jamais suffi à combler le vide qui l'habitait, et que désormais, je devrais apprendre à vivre avec cette absence définitive, comme un homme qui accepte enfin que certaines blessures ne se refermeront jamais. Les semaines qui suivirent le départ de Mathieu eurent la texture d'un hiver lent, un hiver qui s'installe sans bruit, mais qui alourdit l'air de sa présence. J'appris à vivre avec l'absence, comme on apprend à vivre avec une douleur diffuse, pas assez forte pour briser, mais suffisamment constante pour ne jamais quitter l'esprit. La maison, débarrassée de la tension des derniers jours, retrouvait un calme presque trop pur, un calme qui faisait résonner chacune de mes pensées comme si elles se déployaient dans une cathédrale vide. Pendant longtemps, je me contentais d'exister mécaniquement, de suivre le rythme de mes rituels, non pas parce qu'ils avaient un sens, mais parce que le mouvement permettait au moins d'éviter l'effondrement. Mais un matin, alors que je marchais dans le jardin, quelque chose de subtil changea en moi. Le soleil d'hiver traversait les branches nues avec une douceur inattendue, et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis pas seulement le poids de mes regrets, je ressentis aussi un souffle fragile de possibilités. Je compris alors que, malgré tout, malgré la rupture, malgré l'échec, malgré l'amour que j'avais offert sans jamais recevoir en retour, la vie continuait de me tendre des chemins que je n'avais jamais pris. J'avais passé tant d'années à me définir à travers mon rôle de père que je ne savais plus qui j'étais en dehors de cela. À présent, dépouillé de cette illusion, je découvrais qu'il me restait encore une chose à laquelle je n'avais jamais vraiment prêté attention. Moi-même. Avec une hésitation presque timide, je commençais à réfléchir à ce que j'aurais pu faire si la douleur ne m'avait pas sculpté si profondément. Et l'idée se fit progressivement plus claire. Ma fortune, cette fortune qui m'avait blessé autant qu'elle m'avait surpris, pouvait devenir autre chose qu'un sujet de discorde, autre chose qu'un poison ayant infecté les liens familiaux. Elle pouvait devenir un outil, une lumière, un geste, peut-être même une réparation, pas pour Mathieu, mais pour d'autres, pour ceux qui, comme lui, avaient été happés par le vide trop tôt dans leur vie. Je pris alors contact avec plusieurs associations locales, des écoles, des structures accueillant des adolescents en difficulté. Je les écoutais parler de leurs besoins, de leurs défis, de leurs urgences invisibles. Et au fil de ces conversations, un sentiment étrange, proche de la gratitude, commença à naître en moi. Pour la première fois en des années, je me sentais utile. Non pas nécessaire ou indispensable, seulement utile, ce qui est parfois encore plus précieux. Je finançais des programmes artistiques, des ateliers de musique, des bourses pour permettre à certains jeunes de poursuivre un rêve qu'ils auraient autrement abandonné. Chaque geste, chaque don, chaque projet allégeait un peu plus le poids qui pesait sur ma poitrine.
Je ne réparais pas mon histoire avec Mathieu. Cela, je commençais à le comprendre, n'était plus entre mes mains, mais je réparais quelque chose en moi, une fracture ancienne, une blessure que je n'avais jamais prise le temps de soigner. Et puis, un soir calme, je m'assis à mon bureau et pris une feuille de papier. Je n'avais aucune intention de l'envoyer, aucune attente, aucune illusion. Je voulais seulement écrire, pour libérer les mots qui s'étaient accumulés dans mon cœur sans jamais trouver de place pour exister. Je rédigeais une lettre à Mathieu, une lettre sans reproche, sans accusation, sans douleur imposée, une lettre où je lui souhaitais d'apprendre à se trouver, d'apprendre à aimer, d'apprendre à vivre loin des ombres qui avaient empoisonné notre lien. Je lui disais qu'il resterait toujours une partie de moi, même dans l'absence, et que je n'attendais plus rien de lui, sinon qu'il trouve un jour la paix que je ne pouvais pas lui offrir. Quand je posai le stylo, je me sentis étrangement léger. Je pliai la lettre, la rangeai dans un tiroir, et je sus que, qu'elle soit lue ou non, elle avait rempli sa fonction. Elle était un adieu, oui, mais aussi une libération. C'est ainsi que commence ma nouvelle vie. Une vie que je n'attendais plus. Une vie silencieuse, mais apaisée, où chaque jour porte la promesse fragile de recommencer un peu mieux que la veille. Je ne sais pas si je mérite cette tranquillité retrouvée, mais je l'accueille avec humilité. Car parfois, la vie n'offre pas de seconde chance avec ceux que l'on aime, mais elle en offre une avec soi-même.